Vous êtes sur RTL. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate à l'élection présidentielle. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue comme chaque semaine dans le grand studio de RTL et merci pour votre fidélité. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour. Bonjour Marion. Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr et toutes les questions des auditeurs et téléspectateurs. Et bien sûr Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors Anne Hidalgo, François Hollande était monsieur 3% dans les sondages quelques mois avant d'être élu. Ça ne l'a donc pas empêché d'être président. Aujourd'hui, vous êtes à votre tour un peu madame 5%. Est-ce que vous pensez vraiment, Anne Hidalgo, pouvoir faire ce qu'on peut appeler une Hollande ? D'abord, de quoi parlez-vous ? D'une mesure de l'opinion qui serait 6 mois avant une élection avec des sondages qui seraient là jour après jour pour dire quoi ? Moi, je me souviens des sondages au moment des régionales où on nous prédisait quasiment la veille du premier tour que le PS perdrait toutes ces régions sauf une, que la République En Marche gagnerait une région, que le Rassemblement National gagnerait les autres. Rien de tout cela ne s'est produit. Alors vous savez, je pense que ce qu'a fait par exemple Ouest France, grand quotidien français, est plutôt une très bonne chose. C'est de dire, il vaut mieux payer des journalistes, aller sur le terrain, éclérer, parce donc que vous, c'est à vous ne ça, regardez jamais les sondages. c'est à ça que sert, en tous les cas, vous les pas avez tels regardés qu'ils au moment sont des élections aujourd'hui. municipales, là où vous les évoquez, vous Oui, les mais invoquez à il l'époque. disait aussi des choses qui n'étaient pas tout à fait en rapport avec ce qui s'est passé. Donc vous savez, moi, ce que je regarde, c'est surtout ce que vivent les Françaises et les Français. Ce que j'ai essayé de construire depuis 1 an, c'est une force politique qui appuie une candidature, ma candidature, social-démocrate assumée, écologiste assumée, pour apporter une alternance à notre pays. Vous dites social-démocrate. Socialiste aussi, je suis socialiste, mais je préfère le définir comme ça parce que c'est la définition que je me suis donnée depuis plus de 20 ans. On va y revenir. Et donc, moi, ce qui m'importe, c'est ce que vivent aujourd'hui les Françaises et les Français, c'est de faire le diagnostic du pays, c'est d'aller à leur rencontre et c'est de faire des propositions. Il y a des journalistes qui vont aussi sur le terrain, Anne Hidalgo. J'espère qu'ils seront encore plus nombreux à y aller. C'est toujours le cas. D'autres études ont été faites indépendamment des sondages. C'est la fondation Jean Jaurès. C'est une fondation sérieuse qui dit que la moitié des électeurs potentiels qui pourraient voter pour vous choisiraient dès le premier tour Emmanuel Macron. Alors est-ce que ça ne veut pas dire que, encore dans l'électorat de gauche, Emmanuel Macron est finalement le candidat qui s'impose ? Alors 6 mois avant, commencer à nous parler du vote utile, c'est quand même assez étrange. Pour vous, ça ne traduit pas quelque chose. Là encore, je vous ferai exactement la même réponse. En 2017, il y a eu une explosion du paysage politique. Emmanuel Macron a gagné, le bloc de gauche s'est effondré, le bloc de droite s'est déstabilisé et on vit depuis 5 ans avec une situation qui est quand même une situation très compliquée sur le plan politique. La gauche, le Parti socialiste, a mis du temps, c'est encore difficile de se relever et de porter... Une ambition, voilà, c'est pas grave, c'est du verre et ça porte bonheur. Voilà. Et donc, il y a cette situation à gauche qui nécessite de reconstruire quelque chose. Cette reconstruction, moi, je suis allée voir si elle était possible et comment elle était possible et avec qui elle était possible. Est-ce qu'il y a une envie d'Hidalgo dans cette campagne ? Est-ce que ça, vous le sentez ? Je pense qu'il y a une envie de justice. Une envie de justice sociale, que nos concitoyens n'en peuvent plus, d'être méprisés, d'être maltraités comme ils le sont aujourd'hui, d'avoir un pouvoir central, celui d'Emmanuel Macron, qui dirige tout seul. Ce gouvernement les méprise. Écoutez, il y a des décisions qui sont prises tous les jours dans le social, dans la façon dont on traite les plus modestes. Vous savez, ce gouvernement a été très très dur avec les plus modestes et en revanche, il a été quand même très souple, du mépris et notamment sur les questions sociales. Vous savez, quand on voit le niveau des salaires aujourd'hui en France, quand on voit que, sorti de cette pandémie, la première chose à laquelle pense le gouvernement, c'est continuer à supprimer des lits dans les hôpitaux, à ne pas mettre les moyens pour que notre système hospitalier, qui a tenu grâce à ces agents hospitaliers, ces infirmières et ces médecins, là, le mépris. Eh bien, c'est du mépris. Tout ça, c'est du mépris. Et donc, il faut effectivement une autre proposition politique. C'est celle que je suis en train de construire. Mais il y a une envie
d'Hidalgo. Vous diriez qu'il y a une envie d'Hidalgo dans le pays? Écoutez, c'est pas comme ça que ça se passe. Et évidemment que l'homme ou la femme providentielle, chaque fois qu'on sait, d'ailleurs c'est toujours l'homme, chaque fois que notre pays s'est emballé, soi-disant pour l'homme providentiel, ça c'est toujours mal terminé. Une dynamique Donc dans une non, campagne, c'est important. la dynamique, on ne la sent je pas la forcément. crée et nous avons 6 mois pour la créer. Nous sommes au début d'une campagne qui n'a pas encore démarré véritablement, puisqu'il manque encore, par exemple, le candidat du pôle républicain de droite que nous ne connaissons pas encore. A priori, et donc pas les mêmes électeurs. la dynamique et le débat dans le pays va se faire avec toutes ces forces politiques-là. Hidalgo, Et donc, vous dites... je vais créer cette dynamique et pas toute seule, parce que un homme ou une femme tout seul, ça ne fait pas grand-chose. Vous Moi, dites, je on parle pense qu'il beaucoup vaut d'hommes mieux... providentiels. Vous sentez, parce que vous l'invoquez aussi, vous l'avez évoqué ces derniers temps, de la misogynie dans cette campagne à votre rencontre? Bon, je ne vais pas venir sur ces sujets-là, ce qui m'importe aujourd'hui. Mais attendez, on va parler des Français, j'espère, dans cette émission. Oui, mais on les va Français, pas vous voulez les incarner. parler des états d'âme des uns et des autres. Que notre pays soit encore misogyne, et notamment au niveau politique et médiatique vis-à-vis des femmes en responsabilité, je pense que ça, tout le monde a compris. Sinon, pourquoi, depuis 30 ans, on n'a pas eu encore une nouvelle femme Premier ministre? Enfin, atterrissons. Est-ce que la question des droits des femmes est une question qui est suffisamment portée dans le pays? 20% d'écart de salaire encore dans notre pays, dans les entreprises, et vous croyez que ça c'est normal, que c'est le résultat finalement de quoi? D'une forme d'incompétence des femmes? Eh bien non, voilà. Alors, dans notre pays, on n'a pas encore fait cette révolution. On est heureusement beaucoup de femmes et d'hommes aussi à soutenir cette idée que les femmes ne sont plus là pour passer les plats, y compris sur la présidentielle. Marie-Pierre Haddad. Oui, justement, vous évoquez le ressenti des Français. On a reçu, nous, beaucoup de questions et d'inquiétudes des internautes par rapport à la stratégie de votre candidature. Et on a un internaute, Florent, qui choisit de vous interpeller. Écoutez-le. Bonjour Madame Hidalgo. Bonjour. Je m'appelle Florent, j'habite en province. J'aurais voulu savoir si vous comptiez retirer votre candidature en faveur d'un autre candidat de gauche qui aurait forcément plus de chances de réussir. Merci de votre réponse. Je veux faire réussir la gauche. Et je veux faire réussir une gauche qui va gouverner, une gauche qui va reporter à nouveau, reposer et porter très fortement faire réussir la gauche, même si c'est pas derrière votre candidature. Le progrès social, la justice sociale qui manque tant à notre pays. Alors comment faire? D'abord en élargissant. Aujourd'hui, on nous dit que la gauche serait autour de 25%, tout confondu. Vous trouvez que c'est satisfaisant? Moi, non. Oui, donc on va élargir. Et moi, je vais parler aux Françaises et aux Français de leur vie, de leur situation et apporter des propositions. On va en parler. Donc, avant de parler, comme cet auditeur le propose, de retrait, d'abord, je veux lui dire, il nous faut porter avec fierté. C'est ce que je vais faire. Porter avec fierté l'ambition d'une gauche socialiste, social-démocrate, écologiste et féministe dans notre pays. Il est trop tôt pour en parler, ou vous dites, la question pourra se poser avant le 10 avril, avant le premier tour, d'envisager un retrait, ou au contraire vous dites, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte même, le 10 avril, il y aura un bulletin Anne Hidalgo dans les bureaux de vote. Oui, il y aura un bulletin Anne Hidalgo dans l'urne le 10 avril. Et je suis candidate, je l'ai déjà dit, portée par un courant politique qui est fort, qui est un courant qui doit se reconstruire, qui doit aussi reprendre la fierté qui est la sienne, qui est ce courant socialiste et social-démocrate. Et je porterai cette proposition parce que personne d'autre ne la porte. Personne d'autre ne la porte. Vous n'êtes pas aidé. Je le ferai à personne d'autre. Vous êtes la seule de gauche parmi les 4 candidats qui se revendiquent d'être de gauche. Qui se revendiquent de porter ce courant politique qu'est le courant socialiste et social-démocrate, qui d'ailleurs, au niveau européen, est un courant qui marque des points. Regardez en Espagne, regardez en Allemagne, en Norvège et dans bien d'autres pays, combien ce courant marque des points, parce que, je finis, cher Benjamin Sportouche, ce courant, pour moi, il est au point d'équilibre de ce qui peut rassembler les Françaises et les Français. Il est au point d'équilibre de ce qui peut nous permettre de nous réunir. Par exemple, que pensent les sociodémocrates et les socialistes? Qu'il y a 2 fondamentaux dans la société, l'école et la santé, l'hôpital public. Ces 2 piliers fondamentaux font qu'une société tient ou pas. Aujourd'hui, ces 2 fondamentaux dans notre pays sont en train de se déliter.
je propose, et ça personne d'autre ne le propose, ou alors donnez-moi des noms, mais personne d'autre ne le propose, que ces 2 piliers-là, on vienne les refonder, qu'on remette de la justice sociale partout. Et dans la social-démocratie, parce que je tiens à ce vocable-là, il n'y a pas simplement les questions qu'on porte, les questions de justice et de solidarité. Il y a aussi une question de méthode. Dans les social-démocraties, on ne gouverne pas tout seul. Il y a aussi des questions aussi de concrètes, et on va y venir, sur les médecins, sur les infirmiers. Mais tout de même, vous n'êtes pas aidé par vos amis. François Hollande qui dit hier, il n'y a pas d'incarnation qui permet d'avoir l'espérance d'être au second tour. Aujourd'hui, pour la gauche. Voilà ce qu'il dit. Il n'y a pas d'incarnation. Et on va le construire. Voilà. Mais est-ce que vous pensez, quand il dit ça, il laisse entendre que vous ne pouvez pas l'incarner. Moi, vous savez, on laisse entendre et on interprète et on surinterprète et on commente le commentaire. Ça vous fait plaisir d'entendre ce genre de choses ? Mais je vais vous dire, moi, François Hollande dit aussi des choses qui vont nous être utiles. Et le sujet, c'est pas aujourd'hui ni le bilan de François Hollande, ni la position de François Hollande. Le sujet aujourd'hui, c'est que toutes celles et ceux, bien sûr, et je suis très heureuse que d'ailleurs, il voit avec beaucoup de bienveillance ma candidature. Je veux vous dire ici que le sujet important, c'est de construire cette offre politique nouvelle à partir de tout ce que l'on a appris ces derniers temps et pour créer une alternative aussi, à Emmanuel Macron, parce que 50 plus d'Emmanuel Macron, c'est la déstabilisation assurée. Ça veut dire quoi la déstabilisation ? Ça veut dire du conflit social. Ça veut dire à nouveau du conflit social. Ça veut dire à nouveau 50 gilets jaunes ou d'une autre forme de contestation sociale. Quand on voit les projets qu'Emmanuel Macron porte au lendemain quasiment du sortir de cette crise sanitaire, qu'il nous dit quoi ? Allez, on va encore taper sur les plus faibles, l'assurance chômage, on y va. Est-ce qu'il n'a pas fait tout l'inverse justement en gérant cette crise sanitaire ? Absolument pas. Et là, les propositions, et vous verrez, il y a ici des parlementaires dans cette salle et qui l'ont dit à l'Assemblée nationale et qui le disent au Sénat. Quand vous prenez par exemple le projet de loi sur la sécurité sociale, qui ne tient absolument compte, y compris des annonces qu'il a faites. Il avait annoncé 19 milliards d'euros pour l'hôpital, vous vous en souvenez ? Il y avait 13 milliards pour des recrutements, du salaire, du fonctionnement. Et puis, il y avait 6 milliards pour de l'investissement. Ça ne figure même pas dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors, je vous le dis... Peut-être il répondra. Pour vous, dites j'espère qu'il répondra, mais surtout aux parlementaires qui disent ce que je viens de dire là. Donc oui, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est d'être très très dur avec les Françaises et les Français, les plus nombreux d'ailleurs, les classes moyennes, les catégories populaires, et en revanche d'être extrêmement ouvert et insistant, parce qu'il a cru à cette théorie du ruissellement à laquelle personne ne croit, parce que ça n'existe pas. On va venir sur le social, mais il y a une préoccupation chez les Français qui est celle de la sécurité, et notamment avec toutes les attaques nombreuses et répétées de ces derniers jours contre les policiers. Adrien Gindre. Là, c'est encore le cas à Savigny, en région parisienne, où on a découvert des affiches extrêmement violentes, où on appelle à couper la tête de policiers, à violer des policiers en échange d'une prime. Comment vous expliquez-vous ce déchaînement de violence qui vise les forces de l'ordre ? Est-ce que le politique a une prise sur ça ? Est-ce que vous, présidente, ce serait différent d'Emmanuel Macron, président ? Je veux tout d'abord dire aux policiers, aux policières qu'ils sont pour nous indispensables. Ce sont des piliers de la République. Je crois à la police républicaine, à une police respectée par la population, et leur rôle est absolument indispensable à nos côtés. Donc je veux leur dire tout mon soutien et aussi mon admiration pour le travail qu'ils font, parce qu'ils risquent leur vie pour nous, pour la sécurité de nos concitoyens. Alors, qui est responsable de la situation aujourd'hui, quelle est-elle ? D'abord, on n'a pas pris la mesure du fait qu'il fallait des policiers. Et des policiers plus nombreux. Donc il y a une espèce de rattrapage. Il y a eu des créations de postes sous le quinquennat mais qui ne sont Macron. pas là, parce qu'il y avait eu beaucoup de suppressions de postes, parce que ce sujet n'a été pris en considération que lorsque les policiers et leurs organisations syndicales ont commencé à dire « ça suffit, prenez-nous au sérieux, on n'est pas assez nombreux ». Et donc oui, il faut beaucoup plus de policiers, des policiers mieux formés. Combien ? Il faut aller vers des recrutements supérieurs à ce que l'on a aujourd'hui et assurer... J'ai pas un chiffre là. On va évidemment plus de 10 000. Il faut il faut sur plusieurs années. Il faut du recrutement et il faut surtout un continuum.
il faut surtout un continuum entre la police nationale et les polices municipales. Il faut que ce soit un continuum qui permette d'assurer la police de proximité. Y compris en armant les polices municipales dans ce cas ? Non, la police nationale armée et les polices municipales au choix et à la délibération des maires, parce que je crois beaucoup à la démocratie locale. Donc vous, présidente, les polices municipales pourront être armées ou non, parce que celle de Paris n'est pas armée. Je reviens sur... écoutez, c'est pas le sujet de la police armée ou pas armée au niveau des polices municipales. On est en train de parler de la police nationale et du continuum. Anne Hidalgo, ce qui ne va pas... Non, attendez, je termine. Est-ce que vous dites qu'il y a un problème d'insécurité aujourd'hui en France ? Alors, il y a un problème d'insécurité, je vais y revenir. Mais il y a surtout un problème, c'est qu'on n'a pas remis, ce gouvernement n'a pas du tout cru à la police de proximité. Parce que la police de proximité, ça voulait dire immédiatement, dès 2017, plus d'effectifs sur place. Des policiers qui puissent effectivement être présents, ce qui n'est pas le cas, avec plus de moyens. Tous les maires le savent. J'étais à... Donc vous dites qu'il faut réorganiser aussi la police, plus de moyens. J'étais à proximité de Dijon, des commissariats dans lesquels il n'y a plus personne. Il n'y a pas un policier dans des commissariats et pourtant ça a été créé et ça a été inauguré. Donc il faut des effectifs. Vous exagérez un peu, là vous dites qu'il y a des commissariats qui sont vides. Absolument. Bien sûr. Mais où, par exemple ? Eh bien, j'étais à proximité de Dijon avec Thierry Falconet. Et là, son commissariat, il me l'a fait visiter. Le maire de cette commune, le commissariat était un commissariat vide, dans lequel il n'y a personne. Il a été inauguré en grande pompe. Ouais. C'est un commissariat dans un quartier politique de la ville et personne à l'intérieur. Et il y a des exemples comme cela partout en France. Donc oui, il faut une police de proximité, ce qui n'a pas du tout été le choix fait par ce gouvernement. Il y a un besoin de continuum de sécurité entre la police nationale et les polices municipales, et il y a un problème de sécurité. Alors le problème de sécurité, c'est-à-dire la police de proximité, celle qu'on a connue sous Lionel Jospin, par exemple. Et ça, je pense que cette doctrine, ce point d'appui qui était celui d'une politique de sécurité appuyée sur une police républicaine ancrée dans les territoires, pour moi, c'est un élément fondamental si l'on veut aussi rétablir, parce qu'on l'a vu parfois, que le rapport police-population peut être parfois extrêmement compliqué. On a du mal à comprendre. Vous dites qu'il y a un problème d'insécurité, mais il ne faut pas forcément armer les polices municipales. Comment elles font alors ? Eh bien, d'abord, vous avez la police nationale, et c'est d'abord sur la police nationale républicaine qu'il faut insister, miser avec plus de policiers, avec plus de formation pour ces policiers et avec un accompagnement de ces policiers. Vidéosurveillance, Anne Hidalgo. La vidéosurveillance et la vidéoprotection, vous savez, moi je pense qu'elle est très utile. En tous les cas, je l'ai fait aussi à Paris et j'ai absolument pas de sujet tabou. L'opposition vous reproche d'en faire peu, justement, à Paris. L'opposition, elle reproche tout. Donc moi, c'est les faits, madame. Hein. Les faits sont là. Donc vous et je n'ai pas de sujet avec cela. Mais vous n'êtes pas dans le peloton de tête des villes équipées de vidéosurveillance. Si vous regardez la totalité des équipements vidéosurveillance, si vous mettez ce qui est de la préfecture de police, ce qui est de la SNCF, ce qui est des grands magasins et ce qui est de la ville, nous sommes grosso modo quand même avec un maillage de vidéoprotection qui existe. Mais ça ne suffit pas. Vous savez bien que les services publics, c'est pas juste des gens qui vous surveillent et qui vous regardent à distance. C'est quand même une présence physique dont on a besoin. Les gens dans nos quartiers, quand ils appellent la police, quand ils ont besoin parce qu'il y a des violences au domicile ou parce qu'il y a des dealers qui sont en train de faire dans le quartier des opérations qui déstabilisent tout, vous croyez que c'est juste la vidéoprotection qu'ils réclament ? Ils réclament une présence policière. C'est cette présence-là qu'il faut absolument assurer. Et je veux revenir sur la question de l'insécurité. Chenôve, pardon, tout à l'heure je cherchais le nom de la ville dans laquelle j'étais cette semaine. Chenôve, à côté de Dijon, avec Thierry Falconet comme maire de cette commune. Quand vous voyez dans ce quartier, comme dans beaucoup d'autres quartiers, la place qu'a pris le trafic, le deal de drogue, le fait que c'est devenu aujourd'hui une économie même plus parallèle, c'est l'économie qui fait vivre un certain nombre de quartiers, que lorsque cette économie est déstabilisée, soit par des contrôles, soit par des contrôles de police, soit par des volontés de prise de contrôle d'un autre groupe de deal,
alors effectivement la situation est extrêmement tendue. J'ai demandé d'ailleurs à Thierry Falconet, qui par ailleurs préside aussi l'association des maires villes et banlieues, de travailler sur des propositions pour que, de façon pragmatique et efficace, nous puissions ensemble faire des propositions aux Françaises et aux Français dans le cadre de cette campagne présidentielle pour mettre en place les moyens de lutte contre cette drogue. C'est ce qui aujourd'hui Ça veut dire plus de salles de shoot sur le territoire ? Mais enfin, je suis en train de vous parler des trafics, monsieur. Je suis en train de vous parler des trafics. De quoi vous parlez exactement ? Je suis en train de vous dire, eh bien moi je suis en train de vous dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont en train de déstabiliser nos quartiers, qui ont pris place dans nos quartiers, qui ont créé quartiers une où la police économie, ne peut plus aller justement. Eh ben parce qu'ils sont pas assez nombreux. Vous savez quoi ? Moi, j'ai fait une nuit avec la BAC il y a quelques années. Et quand on est 3 dans une voiture et qu'on est au milieu d'un quartier avec des groupes qui sont là, de dealers qui contrôlent le quartier, et qu'il est 2 ou 3 heures du matin et que vous êtes 3 dans une voiture de police tout seul, eh ben effectivement, vous hésitez quand même aussi à y aller. Pour vous, donc ça veut dire qu'il faut bien sûr des policiers en nombre. Mais vous dites que ce n'est pas le sujet sur les salles de shoot. Une vraie stratégie qui n'existe pas aujourd'hui. Une vraie stratégie dans la lutte contre les trafics de drogue qui viennent pourrir nos quartiers. Uniquement sur les trafiquants. Non mais Anne Hidalgo, qu'on comprenne, on se concentre uniquement sur les trafiquants, ou est-ce qu'on considère également les usagers de ces drogues en installant davantage de salles de shoot sur le territoire? Il faut une grande campagne de prévention dans notre pays. Est-ce que vous avez vu, depuis combien de temps n'avez-vous pas vu de campagne de prévention sur la question des risques liés à la drogue? Il y en a eu plein là récemment, sur le cannabis. Sur le cannabis, dans les dernières semaines. Des campagnes de prévention massives. Partout dans la presse. On ne les a pas vraiment vues. Il y en a eu en partout, tous les cas, justement, parce que c'est un combat que mène le gouvernement, auquel justement vous adhérez sur le cannabis, par exemple, dont on dit justement qu'il envahit nos banlieues. Les campagnes de prévention, vous savez comment elles se mènent pour qu'elles soient efficaces ? Elles se mènent dans les écoles, dans les collèges, dans les centres de formation d'apprentis, dans les lycées. Elles peuvent se mener par voie de presse, mais depuis quand n'a-t-il pas eu une mobilisation, par exemple, de l'éducation nationale pour porter ce message-là? Mais il y a celle du ministère de l'Intérieur, je ne comprends pas. Il y a eu une grande mobilisation du ministre de l'Intérieur pour lutter contre le cannabis. Sur les médecins, sur les infirmiers et sur les infirmières, pour dire ce que sont les risques de la drogue. Est-ce que sur le cannabis, donc il faudra une grande campagne de prévention. Alors, prévention, mais est-ce que vous êtes contre la légalisation du cannabis ou pour la légalisation du cannabis? Mais ce n'est pas aujourd'hui le sujet sur lequel je vais intervenir, parce que je pense que c'est un sujet qui est posé sur la table, sur lequel nous aurons à débattre, sur lequel nous aurons à faire des propositions. Mais moi, mon point de vue, il est très clair. Il faut prévenir l'usage de la drogue. Et prévenir l'usage de la drogue, quelle qu'elle soit, ça veut dire des campagnes de prévention. Pas simplement par les flash infos, sur la cannabis, pas simplement... Je n'ai pas compris votre avis sur la légalisation du cannabis. Non, vous le comprendrez plus tard, parce que je me donne le temps, d'abord, de travailler et de avec vous faire les médecins. Une opinion. Pour l'instant, vous ne savez pas. J'ai une opinion, mais j'attends d'avoir cette discussion avec les addictologues, avec les médecins, avec les jeunes. Mais quelle est-elle? Est-ce que pour l'instant, vous êtes pour la légalisation? Est-ce que pour l'instant, je suis pour une grande campagne de prévention sur la question on a parfois l'impression des drogues. Que la maire de Paris et la candidate Hidalgo ne se parlent pas. Le problème de la drogue est un problème important à Paris. Les riverains s'en plaignent. On n'a pas vu de campagne de prévention. Donc vous tenez un discours au niveau national et on a l'impression que ce n'est pas appliqué au niveau local. Eh bien, c'est faux, ou alors c'est que vous avez une vue un peu tronquée de ce qui se passe aussi localement. Vous reconnaissez qu'il y a un problème de drogue, par exemple. Je continue sur cette question, puisque vous m'avez posé la question sur la drogue. Je dis d'abord lutter contre les trafics et casser complètement les marchés, qui sont ces marchés qui ont déstabilisé nos quartiers et qui génèrent une violence énorme, une violence faite de règlements de compte, et de règlements de compte qui sont souvent mortels. On l'a vu encore récemment. On a vu aussi cette violence à la Duchère, quartier où j'ai grandi, contre des policiers il y a quelque temps, ou encore ce qui s'est passé à Alençon. J'étais en discussion avec le maire d'Alençon. Ça s'est passé sur fond de trafic de drogue. Donc d'abord, une vraie politique pour casser
ces trafics-là, ce qui n'est pas le Mais cas elle est aujourd'hui. menée actuellement, vous en Ensuite, dit une insuffisamment. campagne de prévention vis-à-vis des jeunes pour faire connaître les risques des Sur le drogues, cannabis. de l'usage de toutes les drogues, Sur le Benjamin cannabis, elle a eu Sportouche. lieu. Oui. Et y compris, mais non, elle n'a pas eu Bon, lieu. écoutez, en tous les cas, elle est dans les gens. Non, mais allez peut-être que- demander aux gamins et aux jeunes qui sont dans les collèges et dans les lycées combien de fois on leur parle de On vous a cela. entendu Non, sur la drogue. c'est pas parce qu'il y a peut-être eu, et tant mieux s'il y a eu des pages de publicité très actives et utiles dans quelques journaux, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Il faut dialoguer avec les jeunes, il faut sur leur la drogue, expliquer. juste pour fermer. Ensuite, sur la question des usagers, évidemment que les usagers, ceux qui sont consommateurs de drogue et addicts à des drogues terribles, et notamment comme celle du crack qui a envahi aussi beaucoup de nos quartiers, Et eh donc, bien, notamment il à faut Paris. les accompagner par une politique sanitaire. Voilà. Les Mais accompagner par une sauf qu'en politique ce moment, c'est pas le sanitaire, cas. ça veut dire non, c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas les psychiatres, il n'y a pas les structures que l'État devrait créer parce que c'est de sa compétence pour les accompagner. Et là aussi, c'est pas pour ou contre, c'est comment on fait quand il y a un problème. Vous savez, je suis une mère. Maire de cette ville de Paris. Et tous les maires réagissent comme ça. Quand il y a un problème, on regarde d'abord ce qui se passe. Bon. Et on cherche des solutions. Donc il faut, pour effectivement ces personnes-là, que notre système de santé les accompagne vers la sortie des addictions. Et vous savez, quand on regarde ce qui se passe sur un certain nombre de sites où il y a ces deals à ciel ouvert, à ciel ouvert, du deal de crack dérivé de la cocaïne à ciel ouvert. Quand on regarde ce qui se passe dans ces lieux-là, on voit bien la détresse et on voit bien que ça touche beaucoup de femmes et d'hommes, quel que soit le milieu social, qui se trouvent ensuite et dans une situation de dépendance et de très grande Anne Hidalgo, on a précarité, beaucoup de sujets donc à évoquer. politique sociale. Alors, juste pour oui, mais je vous finir réponds, mais puisque très bien, vous me mais questionnez. on a 1 heure d'émission et pas plus, donc il faut quand même qu'on évoque d'autres sujets. Et pour rester sur ce sujet de la sécurité, vous savez que Zineb Redouane, cette femme touchée par un tir à Marseille en décembre 2018, en est décédée. Le directeur général de la police nationale décidait de ne pas sanctionner les CRS, contrairement aux recommandations de l'inspection générale de la police nationale. Donc il n'y a pas eu de suivi de la recommandation. Est-ce que vous pensez que ces policiers auraient dû être sanctionnés ? Est-ce que vous pensez que c'est de la responsabilité du ministre de l'Intérieur ? Je pense qu'il faut absolument que dans la hiérarchie, il y ait aussi des sanctions. En plus, l'IGPN dit qu'il doit y avoir des sanctions administratives. On ne parle pas de ce qui va se passer sur le terrain pénal et du procès qui forcément aura lieu. Ils doivent être sanctionnés pour vous. L'IGPN le dit après une enquête sérieuse. Moi, je pense que pour qu'il y ait vraiment ce rapport aussi police-population, qui soit un rapport qui soit restauré, qui parfois a été abîmé, je pense qu'il faut absolument et vous en appelez au ministre de l'Intérieur qui est donc au-dessus de la direction qui générale. assure ces contrôles-là et qui d'ailleurs, disons les choses, fait des contrôles systématiques chaque fois qu'il y a la mise en cause d'une responsabilité sur un acte qui a entraîné une blessure grave, voire la mort d'une personne. C'est très bien. C'est un pays démocratique. C'est un pays dans lequel il y a un état de droit lorsqu'il y a cette possibilité-là. Mais ça doit être suivi des faits. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait que le ministre de l'Intérieur en tire les conséquences en matière disciplinaire. Il est le chef de cette administration. Autre sujet qu'on abordera aussi en deuxième partie, mais on l'entame tout de suite, sur l'immigration. Vous savez que c'est une des questions qui préoccupe les Français. On le voit dans les sondages. Première question sur ce thème, Adrien Gindre. Une question d'abord personnelle. En préparant cette émission, nous avons lu, vous allez pouvoir nous le corriger, nous le confirmer, vous étiez née Anna Maria Hidalgo avant de vous appeler Anne Hidalgo. Est-ce que vous y voyez dans ce changement de prénom un vecteur d'intégration, d'assimilation, ou est-ce qu'aujourd'hui, au contraire, c'est un regret pour vous de ne plus porter ce prénom Anna Maria ? Ni l'un ni l'autre, en fait. Vous savez, quand je suis arrivée en France, j'avais 2 ans et demi. Mes parents ont choisi la France parce que la République française, parce que la possibilité pour leur fille, ma sœur et moi, de pouvoir accéder à l'école. Je viens d'un pays franquiste dans lequel cette possibilité-là n'existait pas pour les catégories populaires. Mon père était ouvrier, ma maman couturière. Et lorsque je suis arrivée en France, on m'a francisé mon prénom dans les documents scolaires, sans rien me demander, mais ça ne m'a pas, à l'époque, ça ne nous a pas choqués. Mes parents sont arrivés avec une volonté farouche
de s'intégrer. Ça a facilité votre intégration ou pas? Mon vrai prénom reste Anna pour mon premier prénom, Maria pour mon deuxième prénom. C'est pas très original, beaucoup de petites Espagnoles s'appelaient comme ça, ou en sens inverse, Marie et Anne. Mais ça m'a vraiment, ce qui m'a aidé dans cette intégration, c'est d'abord mes parents qui voulaient absolument, évidemment, qu'on réussisse par l'école. Et à l'époque, l'école française, laïque, républicaine, gratuite, était la meilleure école au monde. Et puis, ce qui m'a aidé aussi, c'est les enseignants, les professeurs que j'ai rencontrés le terme dans cette intégration école. À celui d'assimilation? Oh ben bien sûr, écoutez, intégration, bien sûr. Assimilation, ça veut dire quoi? Nier vos origines? Mais non, il faut cultiver la fierté des origines de celles et ceux qui sont nés ailleurs, mais qui aiment la France avec passion. On poursuit ce grand jury dans quelques minutes. Après une pause, on continuera sur ce thème de l'immigration. À tout de suite. RTL, il est 12h30. Les infos, Sébastien Rouxel. Les policiers doivent être plus nombreux et mieux formés. Proposition d'Anne Hidalgo, candidate socialiste à la présidentielle. Elle est en ce moment l'invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI. Je crois à la police républicaine, dit-elle, respectée par la population. Réaction au tag haineux découvert dans un hall d'immeuble, point de deal bien connu de Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne. Un tableau de primes qui propose de l'argent contre le viol ou le meurtre de policiers. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est sur place au commissariat. L'espoir d'un apaisement dans le conflit sur la pêche qui oppose la France au Royaume-Uni. Emmanuel Macron et Boris Johnson se sont rencontrés ce matin en tête-à-tête en marge du G20. Les deux dirigeants ont décidé de travailler à des mesures pratiques dans les tout prochains jours pour favoriser une désescalade. Un point sera fait d'ici mardi, date à laquelle Paris envisage d'interdire aux bateaux britanniques de débarquer dans les ports français. C'est fait, 6 ans après l'accord de Paris, la COP26 s'est officiellement ouverte ce matin à Glasgow, en Écosse. Les 196 pays représentés ont 2 semaines pour dresser un premier bilan de ce texte fondateur et accélérer les efforts contre le réchauffement climatique. Ce matin, les dirigeants du G20 se sont engagés à le limiter à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. 3 jeunes espoirs de l'alpinisme français portés disparus dans l'Himalaya. Ils ont été emportés par une avalanche près du mont Everest. Une mission de sauvetage a été lancée. Le tournage du film Rust ne reprendra pas. C'est Alec Baldwin qui l'annonce. Il prend la parole pour la première fois depuis son tir accidentel qui a tué la directrice de la photographie. Elle était ma famille, déclare l'acteur américain. Le football, suite de la 12e journée de Ligue 1 et le coup d'envoi d'Angers-Nice dans une demi-heure. 6 autres matchs au programme aujourd'hui, parmi eux Clermont-Marseille à 20h45. Confrontation à vivre en direct dans RTL Foot. Du rugby au programme également, fin de la 9e journée de Top 14 ce soir. Le Racing 92 reçoit Toulon à partir de 21h05. La météo, toujours ce temps très médiocre cet après-midi dans le sud-est avec des pluies orageuses, des Cévennes à la Méditerranée. On a cette nouvelle dégradation qui a abordé ce matin le nord-ouest. Elle va ensuite traverser tout le pays et avec elle, là encore, des pluies soutenues. Côté température, cet après-midi, on aura 17 degrés à Strasbourg, 18 à Paris, 20 degrés à Lyon comme à Marseille, 21 à Bordeaux, jusqu'à 25 degrés tout de même à Albi. RTL, il est midi et 34 minutes. La suite du grand jury d'Anne Hidalgo s'est présentée par Benjamin Sportouche. Pour écouter RTL sur votre enceinte connectée, dites Ok Google, lance le live RTL. ou Alexa, lance RTL. RTL Partout. tout le temps. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invitée aujourd'hui, la maire de Paris, candidate à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro, Marie-Claire Haddad de RTL.fr et Adrien Gindre de TF1 LCI. On poursuit sur ce thème de l'immigration avec une question de Marion Mourgue. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes élue présidente? Est-ce que vous naturalisez? On estime qu'il y a 300 000 clandestins. En tout cas, c'est ceux qui perçoivent l'aide médicale d'État. Est-ce que vous naturalisez l'ensemble? D'abord, de quoi on parle quand on parle d'immigration? 276 000, un peu plus, titres de séjour chaque année. Une immigration dans ces 273 000 titres, beaucoup d'étudiants. C'est plutôt une chance pour notre pays de pouvoir s'appuyer sur des étudiants qui après deviennent des vrais ambassadeurs d'une relation franco
autres pays. Mais les travailleurs clandestins, soyons plus sur les travailleurs clandestins. Vous avez un chiffre de travailleurs clandestins, vous connaissez des données là-dessus. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a aujourd'hui 36 000 à peu près personnes qui sont celles qui demandent à avoir le droit d'asile, qu'il y a 12 000 personnes qui sont celles qui obtiennent un titre au titre du regroupement familial. Alors, je vais vous dire une chose sur l'immigration. D'abord, ce qui a fait la grandeur du pays, c'est de pouvoir intégrer, grâce d'ailleurs à cette République très intégratrice, pas assimilationniste, mais très intégratrice, grâce à l'école notamment. Mais est-ce qu'on peut le faire dignement encore aujourd'hui ? Oui, madame, parce que nous sommes la France. Voilà. Et parce que ce sont nos valeurs. Et que moi, je veux porter ces valeurs-là. Et je veux dire, avant toute chose, avant de répondre plus amplement à vos questions, à ces millions de Françaises et de Français qui ont une origine étrangère. On dit qu'il y a environ 6,4 ou 7 millions de personnes qui sont d'origine étrangère, mais 4,3 millions qui sont vraiment étrangères. Les autres, ça peut être de la double nationalité. Eh bien, je dis à toutes ces femmes et à ces hommes, à toutes celles et ceux qui, comme moi, dont les parents ont choisi de venir participer aussi à l'économie du pays. Je pense aux années 60, 70, 80, même au-delà, à toutes ces personnes, qu'elles aient la fierté de leurs origines. Voilà, la fierté de leurs origines. On ne quitte pas son pays de gaieté de cœur. En général, quand on quitte son pays, c'est qu'on fuit quelque chose, la misère, la guerre, on fuit des choses qui ne vous permettent pas. Ceux qui viennent dans notre pays, vous dites la France doit assurer d'abord que l'on doit cultiver dans notre pays la fierté d'être un pays qui a su intégrer et devenir grand grâce à cette intégration. Très honnêtement, je réponds à tous ceux qui veulent faire de ce sujet un sujet de division entre les Français. Qui sont inquiets la également, deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il faut bien sûr que la France garde non seulement cette tradition d'accueil, je pense aux réfugiés et aux réfugiés politiques, et que nous sommes quand même très très loin du compte avec ce gouvernement quant à la façon dont nous accueillons. Mais par exemple, ce gouvernement, par exemple, il faut qu'on vous pose des questions quand même. Oui, mais est-ce qu'il faut des quotas, par exemple, votés au Parlement annuellement sur l'immigration ? Sur quoi ? Sur l'immigration pour déterminer, sur par quel exemple, type d'immigration ? Sur quel type d'immigration ? L'immigration en venant des pays. Est-ce qu'il faut des règles, par exemple, qui soient votées au Parlement ? Il y a des règles, vous savez, qui existent pour l'accueil des réfugiés. D'ailleurs, ce sont des règles qui sont fixées au niveau européen. En 2015, quand il y a eu la crise liée à Daesh, il y a eu une répartition européenne. Oui, mais les réfugiés et l'immigration économique, c'est deux sujets différents. Attendez, il y a eu un pays comme l'Allemagne qui compte 16% d'immigrés sur son territoire. Nous, c'est autour de 10%. Un pays comme l'Allemagne qui a organisé de façon extrêmement sérieuse et méthodique l'accueil de ces réfugiés, ce que n'a pas fait la France. Elle l'a fait de 2015 à 2017 et j'ai pu le faire, c'est vrai, avec François Hollande et avec Bernard Cazeneuve. Après, c'était terminé. Après, lorsque j'allais voir le président Macron ou le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Monsieur Collomb, il me disait on ne peut rien faire. Et je leur disais vous êtes en train d'organiser le chaos et ce que détesteront les Français, c'est l'impuissance des pouvoirs publics. Donc sur l'accueil, notamment des réfugiés, il faut l'organiser sur l'ensemble du territoire. Tout à l'heure, vous m'avez dit, on ne sait pas combien il y en a. Si on prend les clandestins qui ont l'AME aujourd'hui, l'aide médicale d'État, ils sont 300 000. Si ces 300 000 personnes viennent en disant, voilà, j'ai l'aide médicale d'État, je travaille et je ne suis pas déclarée, est-ce que Anne Hidalgo, présidente, les naturalistes français, comme ça s'est fait dans le passé par la gauche, comme ça se fait dans d'autres pays que vous prenez toujours en exemple, comme l'Espagne. Est-ce que c'est le cas ? Alors, je verrai parce que vos chiffres, je demande à les vérifier, d'accord ? Et donc, je vous parle d'abord officiels. de la... Oui, d'accord, mais moi, je vous parle aussi de chiffres officiels et je vous dis ce qu'est la réalité de l'immigration. La réalité de l'immigration, c'est d'abord organiser l'accueil des réfugiés. Mais il n'y a pas besoin sur la question économique, sur la question de l'immigration économique. Vous croyez vraiment qu'on va arriver à s'en sortir sans qu'il y ait une immigration économique qui continue à venir dans notre pays? Posez la question aux entrepreneurs, posez la question à toutes celles et ceux qui cherchent aujourd'hui, par exemple, du personnel dans la restauration ou dans le bâtiment. Donc il faut davantage d'immigration économique. Regardez la situation dans nos hôpitaux qui tiennent grâce à qui? Souvent
à des internes qui ont une autre nationalité. À combien vous évaluez le nombre de personnes par étrangères exemple, qui doivent venir en France? À Saint-Vallier, lorsque j'étais dans la Drôme, dans un hôpital cette semaine, il y avait un interne qui est originaire de la Côte d'Ivoire. Et en fait, la question de l'hôpital tient aujourd'hui et il est menacé de fermeture. Et tout le monde se tourne vers ce jeune médecin interne parce que s'il reste, ça permet justement à l'hôpital de ne pas fermer. Vous avez parlé alors je ne vais pas vous donner de chiffres parce que je travaille sérieusement, cher Benjamin Sportouche. Et sur ce sujet comme sur les autres, d'abord on pose le sujet et on pose les différentes catégories sur lesquelles il faut agir. Donc je vous écoute, j'ai presque envie de vous renvoyer la question. Alors à combien il faut situer? Mais écoutez, il faut moi je suis pas entrepreneur, donc justement, et vous êtes décideur politique. Je suis décideur politique et je décide avec une méthode. Et je décide avec une méthode qui part d'abord de la réalité. Qu'il y a la nécessité d'une immigration économique. Et je pense qu'il y a bien sûr la nécessité d'une immigration économique et qu'il faut absolument accompagner. Est-ce que les gens parce que certains vous disent, il y a du chômage en France. Est-ce qu'on ne peut pas demander à ceux qui n'ont pas forcément les formations adéquates de prendre des emplois qui ne sont pas les leurs? Oui, ça c'est la vieille marotte qui consiste à dire les étrangers viennent manger le pain des Français. Ils viennent aussi contribuer à la fabrication du pain des Français et c'est plutôt une très bonne chose parce que c'est la France. C'est la France, c'est pas cette vision desséchée et étriquée d'un pays qui se replierait sur lui-même dans une Europe qui serait une Europe forteresse à un moment où les grands défis mondiaux nous obligent évidemment non seulement à dire où sont nos valeurs, et nous sommes un pays d'accueil, nous sommes le pays dans lequel toutes les déclarations des droits humains ont été proclamées, y compris la dernière en date qui est presque une déclaration des droits humains, l'accord de Paris sur le climat. Donc oui, il faut continuer. Est-ce que vous aimeriez débattre de ces sujets-là avec Éric Zemmour? Est-ce que vous, Anne Hidalgo, vous aimeriez débattre de ces sujets-là puisqu'il les met sur la table? Il dit tout l'inverse de ce que vous dites aujourd'hui. Écoutez, Éric Zemmour occupe l'espace médiatique, politique, d'une façon d'ailleurs éhontée, j'espère. Je lance un appel au CSA, que le CSA jouera aussi son rôle par rapport aux excès de langage qui frisent Vous estimez qu'actuellement il le fait pas, de jouer son rôle? Suffisamment. Il vient de rappeler CNews sur une histoire de sondage bidonné, mais il faut aussi rappeler au respect des temps de parole sur le paysage audiovisuel français, et il faut aussi rappeler les gens lorsqu'ils sortent de simplement le débat d'opinion pour aller vers quelque chose qui s'appelle très clairement le négationnisme, le racisme et l'antisémitisme. Et là, il faudrait quand même que tout le monde se réveille. Parce que vous demandez au garde des Sceaux de poursuivre. Le réveil dans 6 mois, ça va être trop tard. Mais Anne Hidalgo, qu'est-ce que vous demandez très concrètement? Est-ce que vous demandez au ministre de la Justice de le poursuivre pour cela? Parce que c'est ce que demande Arnaud Montebourg. Oui, et moi, ce que je demande, c'est qu'effectivement, sur des propos, lorsque ces propos sont des propos qui ne relèvent pas de l'opinion, mais bien d'un délit, parce que dans notre pays, d'ailleurs, il ne s'y trompe pas, Zemmour, il veut supprimer la loi Guesso, celle qui a créé le délit de négationnisme. Donc, le fait est qu'il y a des gens qui sont débattre avec M. Zemmour, ça ne veut rien dire. M. Zemmour ne débat pas. M. Zemmour assène des contre-vérités, assène des messages de haine, des messages racistes, des messages antisémites, quand même. Anne Hidalgo, la personne qui vient sur un plateau et que personne ne va dans la rue pour manifester et qui vous explique que le général de Gaulle et Pétain, c'est la même chose parce que Pétain a été un sauveur des Juifs dans notre pays, et il n'y a pas une manif de au moins 10 000 ou 200 000 personnes dans les rues de nos villes. Vous croyez que c'est un pays qui va bien? Mais vous croyez que c'est un pays qui va bien quand on en est là, quand vous dites, à considérer que tout peut être dit? Donc moi, je ne débat pas avec un négationniste. Je ne débat pas avec un raciste, et je ne débat pas avec cette personne-là qui est en train de bafouer et de marcher complètement, de piétiner ce qu'est l'histoire de notre pays et ce qui est sa grandeur et ce que sont ses valeurs. Alors un débat avec Zemmour, pour d'autres si vous voulez, mais pas pour moi. Moi, ce que je veux, c'est un débat avec la population, avec les Françaises et les Français, pour que tout le monde se réveille là, pour que tout le monde se réveille, parce qu'il y a besoin de se réveiller. Cette qualité de candidat, s'il est candidat demain et que vous êtes comme lui,
candidat à la présidence de la République, vous ferez le tri entre les différents candidats avec lesquels vous acceptez ou pas de parler, sachant qu'ils seront tous et vous serez tous soumis au même scrutin. S'il y a un débat avec tous les candidats, il y aura un débat avec tous les candidats. Et s'il y a Zemmour, il sera là-dedans. Mais un débat là, dans les mois d'installation de cette campagne, avec cette personne qui est en train vraiment, mais je vous le dis, mais réveillez-vous aussi les journalistes, réveillez-vous. Enfin, réveillez-vous, vous voyez ce qui est à l'œuvre dans notre pays. Je regardais avant de venir ici. On va retrouver notre temps, mais juste on n'a pas. Je veux vous dire. Non, mais on entend. Mais vous n'avez pas entendu ce que je vais dire. On entend votre colère, mais je vous pose la question est-ce qu'il ne représente rien, Éric Zemmour, aujourd'hui, quand on voit qu'il y a des gens qui vont à ces meetings? Est-ce que pour vous, il ne représente rien? C'est ça la question aussi. Alors, il représente sûrement un courant d'une droite, d'une extrême droite française. Il représente un courant politique. Peut-être, c'est vrai. Mais c'est la facilité que de nous expliquer depuis quelques mois qu'il représente quelque chose, donc on lui laisse un espace. Écoutez, réveillez-vous. Je lisais un tweet de Thomas Wider, qui est un journaliste qui est correspondant du Monde en Allemagne, et qui dit « Ça fait 5 ans que je ne vis plus en France et je suis atterré. J'ai passé, dit-il, la journée à regarder des chaînes d'infos en continu, au passage, qui n'existent pas en Allemagne, et je suis atterré par la nature du débat. » Et ben moi, je vais vous dire, il y a des Français, quand je les rencontre, alors bien sûr, c'est pas là où on va d'habitude, et il n'y a pas grand monde qui va les voir. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui veulent voter pour lui aujourd'hui ? Quand les gens viennent me voir, vous savez ce qu'ils me disent ? Ils me disent on est dégoûtés, on a envie de jeter notre poste de télé tellement qu'on en a marre. En Allemagne, la social-démocratie est au pouvoir, Anne Hidalgo. C'est pas du tout la même situation politique. En Allemagne, la social-démocratie va avoir un chancelier au pouvoir et il n'y a pas d'extrême droite. On ne va pas comparer l'Allemagne et la France. Il y avait une extrême droite. L'AfD fait de tout petits scores en comparaison du Rassemblement national. Elle a fait des plus gros scores à une certaine époque, sauf que vous voyez, à une certaine époque, bien avant cette élection, quelques mois avant l'élection qui a permis la victoire d'Olaf Scholz, d'ailleurs que personne ne voyait, puisqu'il était quand même très discrédité, eh bien, il y a eu une élection dans laquelle le thème de l'immigration, 16% d'immigrés en Allemagne, 10% en France, ce thème n'a pas été un thème de la campagne présidentielle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler des solutions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler des solutions. Mais ce qui est en train, je finis, ce qui est en train de se passer autour d'Éric Zemmour est dangereux d'abord pour notre démocratie et pour notre République. Donc, réveillez-vous. Vous dites dans 6 mois ce sera trop tard. Qu'est-ce que vous laissez entendre? Vous laissez entendre qu'Éric Zemmour peut être élu président de la République. Qu'est-ce que vous voulez dire? Évidemment, si on continue à lui laisser open bar sur des médias en racontant aussi n'importe quoi. On donne aussi la parole à ceux qui, visiblement dans l'opinion, ont aussi un écho dans leurs idées. Mais est-ce que vous, quand vous dites il faut aller manifester, il faut descendre dans la rue, c'est-à-dire que vous dites aux Français, à votre camp, aux socialistes, d'organiser des grandes manifestations? Je ne comprends pas ce que vous voulez. Vous ne comprenez pas. Je suis en train de dire que, quand même, dans notre pays, il y a quelques années, des propos comme ceux de Zemmour auraient été prononcés sur une antenne, public ou pas public, il y aurait eu des manifestations. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc moi j'appelle à un sursaut, pas à une manifestation, cher Benjamin Sportouche. J'en appelle à ce que cette élection présidentielle soit une vraie élection présidentielle, avec un vrai débat, et pas un débat sur, pardon, mais j'allais dire un gros mot, mais sur cette candidature d'un guignol, mais c'est un guignol qui est en train de porter notre pays vraiment dans une situation qui ne correspond en rien à ses valeurs, et on est là à s'arrêter tous de vivre, à s'arrêter de respirer. Mais moi, je veux que le débat de cette élection présidentielle porte véritablement sur la vie des Françaises et des Français. On n'a pas encore parlé du sujet du travail. On n'a pas encore parlé de la question de la santé. C'est vrai qu'on a du mal à vous arrêter sur Éric Zemmour. On n'a pas parlé d'écologie. Il faut qu'on puisse aussi vous poser des questions. Mais justement, puisque vous parlez de Saint-Vallier, où vous êtes allé récemment, vous avez fait des visites là-bas, et il y a une vidéo que vous avez faite qui a beaucoup fait parler sur les réseaux, Marie-Pierre Haddad. Oui, donc vous êtes devant un distributeur de tickets de TER, donc un train express régional, et vous critiquez la présence de ces machines au détriment de la présence humaine. Voici la vidéo. Eh oui. Bon, alors, je suis à la gare de Saint-Vallier. Je peux vous dire une chose. D'abord, c'est très beau Saint-Vallier, mais quand les machines remplacent les humains,
ça va pas, quoi. Je veux vraiment du service public avec des humains, des fonctionnaires et pas des machines. C'est beaucoup mieux pour notre équilibre collectif dans le pays. Merci. Oui, je veux du service donc, public. je reprends ma question, parce que je n'ai toujours pas posé ma question. Quand on regarde les réponses à votre tweet sous cette vidéo, on voit qu'il y a plusieurs critiques, même parfois des moqueries de la part des internautes. Donc pour eux, en fait, pour résumer, vous découvrez la vie quotidienne des Français et certains vous rétorquent, mais à Paris, il y a aussi des machines dans les stations de métro et donc moins de personnes. Est-ce que pour vous, c'est vraiment un combat prioritaire et pourquoi vous ne l'appliquez pas à Paris ? D'abord parce que la RATP, c'est pas moi, hein, vous savez, c'est l'État, c'est une entreprise d'État et les compétences en matière Est-ce que vous ne pouvez pas justement influencer sur ça ? Les compétences en matière de transport sont des compétences régionales, hein, et la SNCF, qui opère aussi à Paris, est aussi une grande entreprise publique. Hein, donc voilà, donc mon propos est général sur toute la France. Oui, je veux du service public, du vrai service public. Beaucoup de nos concitoyens, je pense à des personnes âgées, je pense à des personnes qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas de smartphone, qui ne sont pas sur leur écran d'ordinateur, qui, lorsqu'elles se trouvent confrontées ou tout simplement lorsqu'elles appellent un service public et qu'on leur dit appuyez sur la touche 1, puis la 2, puis la 3, puis la 5, puis la 6, puis la 7, puis la 8, avant d'obtenir quelqu'un pour peut-être repartir à zéro, avant d'avoir votre renseignement sur votre problème d'allocation de la CAF, sur votre problème, par exemple, vous sur la employez combien de personnes, justement, de vous mobiliser. Donc oui, je pense qu'il faut un service public de proximité. Mais c'est quoi les effectifs manquants aussi puissant. Mais Eh bien, Hidalgo, cher Benjamin Sportouche, il y a une élection présidentielle qui va nous permettre de poser sur la table tous les éléments. Je ne suis pas pour la suppression du nombre de fonctionnaires. D'accord ? Mais vous êtes pour des créations de nouveaux postes de fonctionnaires ? Je suis pour qu'il y ait évidemment une meilleure répartition partout en France. Je suis pour une que, répartition par des exemple, effectifs à la existants, de nouvelles créations de postes. grande entreprise publique importante qui doit nous accompagner aussi dans le changement climatique. Oui, mais je réponds à la vôtre, je vais vous répondre. Mais je pense que la SNCF doit aussi faire attention, comme les autres grands services publics, à mettre de l'humain. Vous savez, il y a cette déshumanisation. On est à 3 minutes de la fin de l'émission. Cette déshumanisation-là ne peut pas se poursuivre. Adrien Jeanne vous repose sa nos question. concitoyens, notamment les plus fragiles, ont besoin de cette présence humaine. Donc je suis pour un service public de proximité. La question qu'on vous posait tout à l'heure également sur les forces de l'ordre, est-ce que vous voulez redéployer les effectifs existants différemment ou est-ce que vous voulez partout embaucher et créer de nouveaux postes ? D'abord, je pense qu'il faut, pour un certain nombre de fonctions, faire autre chose. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des milliers de fonctionnaires d'État qui ne s'occupent que d'une chose, du contrôle de légalité des décisions des maires. Alors ça occupe du monde. Hein. Par exemple, ça peut être utilisé à autre chose. C'est l'État de droit de contrôler la légalité des décisions. Oui, mais le tribunal administratif le fait très bien. Et la Chambre régionale des comptes aussi. Donc ça, par exemple, c'est une dépense... Vous dites que l'État est trop gras. C'est une dépense. Je dis que sur ce type d'action, là, par exemple, il y a possibilité de redéployer. L'autre élément, l'État n'a plus les moyens d'une politique de proximité parce qu'il a beaucoup dégraissé, parce qu'il y a la décentralisation. Et là aussi, c'est dans un continuum avec les collectivités territoriales que cette implantation, ce déploiement de services publics, de quoi on parle quand on parle de services publics ? Non, mais je n'ai pas compris si vous voulez augmenter les effectifs, Anne Hidalgo. Eh bien, vous verrez à l'arrivée. On va poser... c'est-à-dire, non, pas aujourd'hui, parce que on est à 6 mois de l'élection présidentielle. Je n'ai pas encore présenté mon programme. Vous aurez l'occasion vos adversaires ont déjà commencé à prendre position là-dessus. Ils ont fait un programme. Ils ont déjà commencé à s'exprimer sur les suppressions de postes dans la fonction publique. Globalement tout chiffré. Non. Le programme dans une élection présidentielle, il est travaillé sérieusement. Nous a dit qu'elle voulait supprimer parce que c'est très libéral. Non, je ne vous le dirai pas aujourd'hui. Parce que nous travaillons de façon très sérieuse, je vous le dirai, avec un programme qui sera présenté d'ici soit janvier, soit décembre, qui sera chiffré, y compris avec le modèle économique qui va avec. Mais une chose est sûre, mon point d'entrée dans ce programme, c'est que je veux qu'il y ait un service public de proximité et non pas cette société déshumanisée qui, en fait, est toujours plus dure avec les plus faibles. Vous, présidente. Le grand jury. Vous, présidente. C'est pour ou contre, Anne Hidalgo ? On compte sur vous. Pour ou contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution ? Oui, je pense que c'est très important. Elle est garantie, mais quand on voit des Zemmour dans le paysage politique, on se dit qu'il vaut mieux la sécuriser. C'est vous qui y revenez, Éric Zemmour. Pour ou contre oui, parce qu'il y a un danger, oui.
Pour ou contre le doublement, vous avez dit tout à l'heure qu'on en parlait trop, pour ou contre le doublement des salaires des infirmières, après le doublement des salaires des enseignants que vous avez proposé. Est-ce que pour les infirmières, il faudra faire la même chose? Il faudra une grande négociation, une très grande négociation dans laquelle la question des salaires de toutes les premières lignes dans nos services publics, l'école et l'hôpital seront les deux piliers sur lesquels je vais travailler. Et donc, il y aura une négociation salariale. Est-ce qu'elle aboutira à un doublement? Je n'en sais rien. Je fais confiance aussi aux partenaires sociaux. Pour ou contre la semaine de 32 heures? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce qu'on passe de 35 à 32 heures? Vos questions sont assez débiles, parce que... non, mais pardon, vos questions sont quand même assez débiles, parce que vous croyez que c'est comme ça que ça se pose. Mais ça s'est fait comme ça pour les 35 heures. Mais non, ça s'est pas fait comme ça. Écoutez, ça s'est fait par des grandes négociations. Non, vous pouvez pas dire ça. Lionel Jospin l'avait proposé dans son programme. Écoutez, on a aussi de la mémoire collective et une mémoire politique et collective. Les 35 heures a été proposé. Est-ce que Anne Hidalgo, candidate, proposera les 32 heures par semaine ou pas? C'est ça la question. Je ne proposerai pas les 32 heures, mais je laisserai les organisations syndicales et les entreprises. Vous voyez, c'est clair. Je ne pense pas que ce soit aussi débile. En tous les cas, il n'y a pas de réponse débile, il n'y a pas de question débile. Vous trouvez que ça élève le débat politique de qualifier les questions de débiles, Anne Hidalgo? Pardon ? Vous dites que le débat politique n'est pas de qualité suffisante à vos yeux. Non, c'est vrai. Et vous qualifiez d'un adjectif débile une question qui vous est posée. Oui, parce que c'est pas comme ça. Moi, présidente, c'est pas. Vous savez, vous jouez pas au dé. C'est pas oui ou non. Parfois, c'est bien d'avoir des convictions claires et d'avoir des projets clairs. Oui, mais il faut accepter. C'est ce que les gens veulent, des réponses concrètes. Vous le savez. Ce que veulent les gens, c'est aussi savoir comment on va s'y prendre. C'est pas simple. C'est réducteur. C'est très différent. Et les 35 heures, c'était réducteur, Anne Hidalgo. Les 35 heures, c'était réducteur. Ça ne s'est pas fait comme ça parce qu'il y avait une méthode. Et la méthode, c'est quoi? J'y reviens. Il y avait un objectif de réduction du temps de travail. Cet objectif de réduction du temps de travail est un objectif de progrès social. Donc, et j'y adhère et c'est toujours pertinent. Mais comment on fait? C'est quoi la méthode? C'est pas en disant pour ou contre. Vous voyez bien que si on pose les choses comme ça, eh bien, on ne fait pas bouger la société. On ne permet pas aux syndicats, on ne permet pas aux citoyens. Non, c'est faux, c'est faux. C'est une loi dans laquelle il y a eu beaucoup de négociations. Est-ce que vous pour ou contre l'abandon des projets d'autoroutes qui sont en cours actuellement? Est-ce que ça vous paraît, est-ce que vous poursuivez, vous, présidente, ces projets d'autoroutes, vous dites stop aux projets d'autoroutes qui sont en cours? Je dis que c'est aux collectivités locales de pouvoir en discuter, et bien sûr avec un ministre des Transports, mais je ne vais pas reprendre le vocable, mais quand même. Et pour et contre de nouvelles lignes de TGV? Eh bien, quand elles sont utiles, bien sûr, Est-ce que, par exemple, Bordeaux-Toulouse, oui, je pense qu'elle est très utile, bien sûr. Et que le train, par exemple, vous voyez, le train me paraît vraiment un sujet important. Il faut qu'on développe des petites lignes, les grandes lignes et surtout le fret. Une dernière question, c'est sur les terrasses éphémères. Ça fait beaucoup parler, et des terrasses chauffées. Marie-Pierre Haddad. Oui, vous savez, c'est un des sujets qui fait énormément de débat sur les réseaux sociaux. Donc, des terrasses éphémères ont été installées partout dans la capitale. On n'a pas parlé de la COP26. Je finis juste sur ma question, s'il vous plaît. Pour aider les restaurateurs qui sont impactés par la crise du Covid, elles doivent être enlevées, ces terrasses éphémères, dès demain. Sur RTL, le chef Yves Cantebord parle, lui, d'un espace vital qui doit être pérennisé. Est-ce que vous comptez les garder, ces terrasses éphémères à Paris? C'est moi qui les ai créées. C'est moi qui les ai créées, les terrasses éphémères à Paris, et je pense que c'est quelque chose de très bien. Elles ont été créées dans un contexte particulier. Oui, et on répond dans un cadre de droit, puisque l'occupation de l'espace public répond à des règles de droit qui ne se définissent pas par oui ou par non. Est-ce que vous allez sanctionner les restaurateurs qui vont les maintenir? Mais enfin, écoutez, moi je dialogue, je discute, et j'ai permis ces terrasses éphémères. Je regrette beaucoup qu'on n'ait pas parlé de la COP26, mais je le dis, qui s'ouvre, et j'y vais cet après-midi, qui s'ouvre cette semaine à Glasgow, et on va parler de sujets fondamentaux, vous voyez, fondamentaux pour l'avenir de la planète, à savoir comment on va faire pour limiter le réchauffement de la planète et en même temps faire en sorte que les plus fragiles d'entre nous, parce qu'aujourd'hui le sujet écologique il est d'abord social, puissent effectivement participer à cette belle aventure. J'aurais tellement aimé qu'on en parle. Et on en parlera. Une toute dernière question. Une dernière question débile pour la route, Anne Hidalgo. Si vous n'êtes pas élue présidente de la République l'année prochaine, est-ce que vous resterez maire de Paris ou est-ce que vous ferez, comme l'a fait Lionel Jospin, le choix de vous éclipser? Je suis maire de Paris aussi. Donc vous le resterez. Ah bah oui, enfin quand même. Est-ce que vous demanderez un troisième mandat? Mais je vais gagner, c'est votre deuxième mandat. Est-ce qu'on peut faire 3 mandats à la tête de la mairie de Paris? Ça, j'ai toujours dit que je ne ferai pas de troisième mandat. C'est dit. Merci Anne Hidalgo, merci à tous de nous avoir suivis, merci à tous les trois, à la semaine prochaine.